Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi dans le cadre de votre magazine AQ60 en salle invité aujourd'hui sur le plateau. Il s'agit de Monsieur Serge Olela. Il est le président ou encore le coordonnateur national de la fondation qui porte son nom, Serge Olela. Bonsoir. Bonsoir. Il est cadre du parti AVC, parti cher du ministre Didier Boutimbou, que nous saluons en passant. Nous allons parler sur la motivation. Qu'est-ce qui l'a motivé à créer cette fondation, les résultats escomptés, et puis nous parlerons aussi sur d'autres questions d'actualité, entre autres l'évaluation sur la francophonie, l'évaluation sur l'état des sièges, la sécurité dans son ensemble, et puis sur les dossiers élections. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Monsieur Serge Olela, vous allez bien? Je me porte bien, madame. Bien habillé. Merci. Vous êtes président, fondateur, coordonnateur national. Comment on vous appelle? Quel est l'organigramme d'abord? En fait, nous sommes une fondation qui porte mon nom. Oui. Et par rapport à notre organisation, il y a un coordonnateur, il y a les coordonnateurs adjoints, il y a le secrétaire général, il y a quelques secrétaires au niveau national et puis provincial par rapport à notre organigramme. C'est comme ça que nous fonctionnons. Ok. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé à créer une fondation? Il y a plusieurs fondations aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une autre organisation des trop? En fait, je suis natif de Kinshasa, dans les milieux où j'habitais. Il y a plusieurs cas qui m'ont plus poussé à créer cette fondation. J'ai voyé trop de fumée. Il y avait plus de jeunes par rapport aux vieux. Comme il y a plus de jeunes par rapport aux vieux, ma première motivation, c'était l'encadrement de la jeunesse. Je me demandais comment procéder pour essayer d'encadrer la jeunesse, pour qu'ils suivent une formation. Et puis c'est à partir de cet élément que j'ai trouvé ma motivation de créer cette fondation. Attendez, vous avez dit que vous étiez quelque part où il y avait la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse faisait? La jeunesse était en divagation, la jeunesse était dans des histoires perverses. C'était comment? En fait, nous savons tous que la majorité de la population congolaise est jeune par rapport à la vieillesse. Nous savons que cette jeunesse, c'est elle qui construit ce pays. On était motivé plus par rapport à la conduite des jeunes. Je suis un natif de la commune, si je peux citer, la commune de Lemba. Oui. Je suis dans mon milieu, dans la commune de Lemba, commune de Ngaba, commune de Kisenso, Limete, ainsi que la commune de Matete. Il y a plus de jeunes. En fait, je me demandais quoi faire pour cette jeunesse que j'ai trouvée dans la rue, particulièrement les filles mères. Au lieu qu'ils se mettent aux actes de barbarie, tout ça, je me suis dit... Dans la prostitution. Dans la prostitution, je me suis dit, bon, tant mieux lancer quelque chose qui pourrait être bénéfique pour cette population. Je me suis lancé dans ça. C'est l'élément qui m'a plus motivé pour créer la fondation. Parce que notre objectif primordial, c'est l'encadrement de la jeunesse. À partir de cette motivation, nous avons pris le plaisir, le goût d'encadrer par différentes formations. Nous avons organisé une session de formation, ça nous a plus donné l'envie et puis le goût de poursuivre notre objectif. Attendez, vous avez dit que vous êtes natif de la commune de Lemba, suite à certaines réalités que vous avez pu remarquer, dont les chefs de jeunes filles, précisément appelées filles mères, qui étaient dans des vies de légèreté, elles faisaient naissance indésirables et des fois des parents inconnus, de pères inconnus. Alors vous n'avez pas aussi attiré attention aux jeunes garçons, parce que Lemba, dans le temps que nous avions connu, n'est plus Lemba d'aujourd'hui.
Lorsque nous fûmes de petits enfants, on appelait Lemba zone intellectuelle. Mais aujourd'hui, nous retrouvons même des Kouloun dans la commune de Lemba. Nous trouvons de Bado dans la commune de Lemba. Qu'est-ce que vous avez pu... En fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir un peu si loin pour que Lemba reprenne encore sa valeur d'antan? Oui, évidemment, nous sommes en train de travailler sur ça. Nous réfléchissons pour l'encadrement de la jeunesse dans son entièreté. Il n'y a pas que les filles mères, il y a les garçons, il y a les jeunes gens qui sèment la terreur, que nous sommes en train de les aborder. Et puis, des jeunes gens va-nu-pieds qui ne font rien, qui sont en train de quémander mère Toliaté. Bien sûr. Vieux Toliaté. Bien sûr, nous travaillons là-dessus. C'est une façon pour nous de les remettre dans les rails, dans l'ordre, pour que la République bénéficie de l'apport de ces jeunes. En fait, nous sommes là, on s'est donné cet objectif de créer une série de formations. Nous avons commencé par les filles mères, les filles qui manquent la possibilité de se faire former par rapport à ce que nous proposons comme formation. Et puis ainsi de suite, il y aura des séries qui pourront continuer avec les jeunes, les garçons, les personnes âgées aussi, qui manquent la possibilité d'apprendre. À partir de nous, nous allons proposer plusieurs possibilités à toutes ces couches de la population que je viens de citer pour les intégrer dans nos séries de formations. Monsieur Serge Olela, dans plusieurs fondations, apparemment, vous avez tous les mêmes objectifs. Mais ma question est aussi celle de savoir quelle est votre touche particulière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui vous distingue des autres fondations? Parce que dans d'autres fondations, nous trouvons aussi ces genres de formations, des réflexions de la jeunesse, des jeunes filles. Qu'est-ce qui vous différencie des autres fondations? La différence entre nous et d'autres formations, je pense que dans les prochaines émissions, nous allons vous amener les éléments que nous avons eu à former. Aujourd'hui, ce sont de premières personnes que nous avons formées qui sont en mesure de former les autres. Ainsi de suite, la série continue avec... il y a eu une première promotion, une deuxième, troisième, quatrième promotion. Mais notre touche particulière, c'est d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat dans la jeunesse. Dans la jeunesse. C'est ça notre touche particulière. On s'est dit que si nous apprenons à une personne comment pêcher facilement, nous allons plus revivre la série des éléments comme par exemple après Tozoliaté, mère Tozoliaté, tout ça. En fait, la personne peut entreprendre une activité facilement à partir de ce que elle a appris de chez nous. Ça, c'est un élément qu'on garde en nous, et puis on est fiers de ça parce que aujourd'hui nous avons une série de filles mères qui se prennent en charge à partir de ce qu'elles ont appris de chez nous. Quel genre de formation que vous organisez chez vous? Il y a une série de formations de comment faire les yaourts, les biscuits, le savon, les jus, les séries de formations du genre couture, peinture. Il y en a toute une série que vous ne saurez énumérer. Que je ne saurais énumérer, mais c'est progressivement qu'on évolue avec chaque étape, parce que en organisant une session, c'est une étape qui a été établie par rapport à nos calendriers. Il y a une étape
des femmes qui apprennent comment former, créer ou bien faire la pâtisserie, les gâteaux, les pains, tout ça. Après, il y a d'autres étapes qui suivent par rapport à nos programmes. Donc ainsi de suite, on évolue pour essayer d'attirer plus les jeunes qui s'alignent à notre vision dans l'entrepreneuriat. En fait, j'aimerais un peu savoir, maintenant vous êtes dans la quantième promotion par rapport à vos formations. C'est la quantième promotion. C'est déjà la 12e promotion. La quantième? La 12e promotion. La fondation existait depuis combien de temps? Ça fait 2 ans que la formation existe. Ça fait 2 ans déjà. Oui, ça fait 2 ans Et déjà. dans 2 ans déjà, nous voulons savoir quels sont les résultats escomptés. En fait, dans les 2 ans, nous avons plus ou moins 300 personnes sur le marché qui peuvent à leur tour apporter une autre série. Nous les considérons comme des formateurs, déjà parce que nous avons vécu une expérience avec ces plus de 300 personnes. Ils reviennent à tout moment pour apporter leur expérience par rapport à nos programmes de formation. Quand ils reviennent, donc nous avons une possibilité de sentir que ces personnes qui ont été formées par la fondation sont en mesure de reproduire parfaitement ce qu'elles ont appris. En fait, pour nous, c'est un bon résultat que nous devons déjà considérer pour l'intérêt général de la nation. Qui est-ce qui sont habilités de former? Nous avons de partenaires comme formateurs. Nous avons des enseignants. Ils proviennent d'où? Ils proviennent de plusieurs centres. Par rapport au lancement que nous avons effectué il y a déjà 2 ans, il y a des formateurs qui se sont alliés à nous par partenariat, par motivation de créer plus des entrepreneurs. Ils se sont alignés à notre vision. Donc, nous sommes fiers de travailler en collaboration, en partenariat avec le partenaire formateur disponible. Et notre porte reste aussi ouverte par rapport à tous ceux qui sont en mesure d'apporter leur touche pour essayer d'aller un peu plus loin. Les formations que vous dispensiez sont gratuites ou on paye quand même quelque chose? En fait, les formations que nous dispensions sont presque gratuites. Presque gratuites. Oui, Comment presque gratuites? C'est-à-dire la personne doit être disponible. Quand la personne se disponibilise pour venir apprendre, ce sont les membres de la fondation qui contribuent pour les paiements des enseignants, des formateurs, des instructeurs externes, d'où les personnes qui viennent apprendre ne payent pas pour ces formations. Ils payent les outils des formations qui peuvent qui les permettent de mettre en pratique la partie théorique ainsi que la partie pratique pour avoir les résultats. Ce sont des éléments qu'on doit souligner par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est presque gratuit. Donc, ce sont des outils qui vous permettent d'apprendre, de concilier la partie théorique ainsi que la partie pratique afin de mettre en place les propositions ou les éléments cités ou bien enseignés par les instructeurs. Quelle est la politique publique de votre organisation? En fait,
Notre politique, c'est de faire de la jeunesse responsable. C'est ça notre politique publique. Nous voulons que la jeunesse se prenne en charge, que la jeunesse s'implique d'elle-même, que la jeunesse se sente intéressée pour le développement de ce pays. Que la jeunesse considère que le développement du pays, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, comme les gens ont l'habitude de dire que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Là, c'est faux. J'ai toujours été contre... Pourquoi? Si, j'ai toujours été contre ce slogan-là. Ce slogan qui dit que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. J'ai toujours été contre ça. Parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement d'un État, dépend de l'implication de la jeunesse. Donc, quand la jeunesse est impliquée directement, nous sentons qu'il y a un changement rapide par rapport à la vision, l'exécution, par rapport à la possibilité de fournir ce que l'on possède pour l'avancement de l'État. Donc, cette conscience de la jeunesse, c'est un élément qui nous intéresse plus, qui nous permet c'est un élément qui nous permet de voir un peu plus loin plutôt, et projeter les éléments nécessaires pour le développement de la République. Serge Olela, j'aimerais un peu savoir, il est certes que vous êtes du cadre du parti AVC, du ministre Didier Boutimbou. Est-ce que vous pensez un jour adhérer votre fondation au sein de votre parti politique, parce que ça devient courant, hein, très fréquent? Déjà, je vous informe que en étant cadre du parti politique Autre Vision du Congo, par rapport à notre vision, c'est-à-dire la fondation travaille en collaboration avec les partis politiques Autre Vision du Congo. C'est un élément que je devais souligner, je vous le confirme. Donc, que ça devienne courant ou pas, nous travaillons déjà en collaboration. Je suis cadre du parti politique, je suis coordonnateur de cette fondation, donc je ne trouve aucun inconvénient pour dissocier les deux. Votre organisation martèle plus sur l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez déjà pensé à créer une entreprise? Bien sûr, nous avons nos projets pour la création des entreprises. Nous travaillons là-dessus. Au moment opportun, si nous trouvons des moyens nécessaires pour lancer des entreprises, nous les ferons. Nous allons vous les faire savoir au moment Vous êtes le coordonnateur national. Bien sûr. Donc votre organisation est implantée aussi sur toute l'étendue de la RDC. Oui, nous évoluons dans ce sens pour étendre la fondation au niveau national. Nous avons commencé au niveau de Kinshasa. Ainsi de suite, nous cherchons... Vous êtes dans quelle province? Au fait, dans les Congo central et puis dans les Kasaï. Nous sommes en train de projeter pour... Chez moi, Gbadolite, et vous n'y êtes pas. Nous travaillons là-dessus pour être représentés dans toutes les provinces et puis donner la possibilité à la population jeune d'intégrer notre vision. En fait, quelles sont les œuvres pratiques? Par rapport à cette question, par rapport aux bailleurs de fonds, dites-moi un peu, vous avez des bailleurs de fonds qui financent la fondation? La fondation est financée par les contributions des membres. Ce n'est pas du Boutimbou? Non. Non, par les membres de la fondation. Vous savez, même à l'église, les mabouza se donnent difficilement. Hein? Et vous imaginez seulement dans une fondation, les membres sont là pour contribuer. Au fait, la politique, si dans un parti politique, même les contributions posent problème, et a fortiori dans une fondation. La fondation est apolitique. Déjà,
nous avons nos partenaires, nous avons des membres qui ont adhéré à la vision. Ce qui est important, c'est d'adhérer à la vision. Qui ont adhéré à la vision. Nous voulons que les taux de la jeunesse, qui apprennent augmentent. Des entrepreneurs jeunes augmentent. L'entrepreneuriat doit prendre vie de l'espace au sein de notre République. Donc nous sommes assignés cet objectif pour accompagner aussi ces décollages que le pays doit, l'allure que le pays doit prendre. Nous sommes assignés cet objectif pour atteindre un bon nombre de jeunes qui maîtrisent et qui comprennent les soucis majeurs qui poussent au développement d'une nation. Donc c'est important que les jeunes adhèrent à notre vision au niveau national, dont nous lançons aussi l'appel à toute personne de bonne foi qui peut contribuer pour l'encadrement, la formation, ainsi que l'évolution de la jeunesse à adhérer à notre vision. Ça permettra à ce que le pays prenne de l'allure. Serge Oulela, quelles sont les perspectives d'avenir et votre défi majeur à relever? Notre défi majeur à relever, c'est de voir un nombre minime des jeunes créer des groupes de barbarie au sein de la République. Je sais que c'est difficile d'y arriver tout d'un coup, mais progressivement, nous allons travailler là-dessus pour avoir plus de jeunes dans la vision du développement, d'entrepreneuriat, que de voir les nombres que nous constatons aujourd'hui de la jeunesse qui n'est pas en mesure de se prendre en charge. Ça, c'est notre vision pour les années qui viennent. Et voilà, j'aimerais un peu parler hormis président ou coordonnateur d'une fondation, vous êtes aussi un acteur politique, cadre de l'AVC, parti Autre Vision du Congo. J'aimerais savoir, tout homme, avant d'arriver dans la politique, a toujours conçu une vision. Donc, selon laquelle il va travailler, selon laquelle il va essayer un peu de gérer la cité. J'aimerais savoir, quelle est votre vision? La vision politique? Oui, oui. Donc nous changeons des côtés, oui. de la partie caritative. Maintenant, c'est la politique. À la côté, au côté politique. Oui, oui. Bon, notre vision par rapport à notre adhésion à la politique a été motivée par plusieurs éléments. Lesquels? Notamment, il y a un système de gestion, il y a un système de la non-implication de la jeunesse, parce que nous avons constaté depuis un moment, il y a eu que les mêmes noms, les grands noms qui ont formé les jeunes et les mêmes personnes qui forment les jeunes qui manquent la possibilité d'offrir à la jeunesse, cette jeunesse même qui ont été formées par ces anciennes personnes, la possibilité d'œuvrer ou de travailler pour l'intérêt de la population. Et nous constatons aussi que il y a peu de gens qui travaillent pour l'intérêt de la population. Je ne sais pas s'ils sont motivés par quel élément, mais nous sommes aujourd'hui impliqués dans la politique parce que nous voulons apporter notre touche pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de la nation, pour un nouveau fonctionnement. Apparemment, c'est le même discours, hein?
Un nouveau fonctionnement, une nouvelle vision, travailler autrement, c'est le même discours. En fait, c'est pas le même discours. Attendez, s'il vous plaît. Quand vous parlez de la jeunesse, l'implication de la jeunesse, vous insinuez quoi? L'implication de la jeunesse pour dire que nous, les jeunes, nous avons la possibilité d'apporter un plus à ce que nous avons trouvé déjà sur table au niveau de la nation. Donc, nous avons la possibilité d'apporter aussi notre touche par rapport à ce qui a déjà été fait. Au lieu de faire la même routine avec les mêmes personnes, c'est-à-dire, nous voulons apporter un sang nouveau. Un sang nouveau, une nouvelle vision par ce que nous avons appris. Nous devons le mettre en pratique pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la population, l'intérêt de la nation. Nous sommes dans le siècle où nous trouvons aujourd'hui qu'il y a plus de jeunes qui apprennent et cherchent le développement pour leur nation. Donc nous avons les moyens et la capacité de le faire. On s'est dit, c'est à nous de prendre les choses en main et d'aller de l'avant par rapport à ce que nous... Mais dans notre gouvernement, nous avons un jeune qui est Premier ministre, non? Quels sont les résultats qu'il produit sur terrain? Il n'y a rien, hein? Les choses ne marchent pas, on ne sent pas l'incarnation de la vision du chef de l'État par rapport à ce qu'il fait. Vous comprenez? Il y a les jeunes au sein du gouvernement. En parlant de la jeunesse, vous voyez l'état d'esprit ou sur le plan physique? En parlant de la jeunesse, je vous confirme aujourd'hui que cette jeunesse qui est alignée... Didier Boundimbo aussi est jeune même. Il est jeune. En parlant de la jeunesse... Mais on parle des casseroles qui traînent au niveau du domaine pétrolier. Oui, j'ai dit ceci. En parlant de la jeunesse qui est impliquée, qui apporte des changements aujourd'hui au sein du gouvernement. Vous venez de citer les premiers ministres avec les résultats. Informez-vous. Si vous manquez des informations, il y a un grand changement. La mise en application du programme du chef de l'État continue par ces mêmes gouvernements. Il y a le projet des 145 territoires qui évolue au sein de la République. C'est dans tous les 145 territoires de la République. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui évolue? Il y a un changement. En quoi le changement? Il y a des routes nouvellement construites. Où c'est? Dans les provinces. Parce que chez moi, à Yakoma, à Guadolite, il n'y a pas de route. Ça fait combien de temps que vous étiez rendu à Guadolite? C'est moi qui pose les questions. Je suis informé à tout moment. Non, vous êtes informé à tout moment. À tout moment, par des sources sûres. Il n'y a pas de route. Moi je vous confirme. À Moba Mbongo, il n'y a pas de route. À Bossobolo, à Karawa, il n'y a pas de route. Je vous informe qu'il y a 145 territoires au sein de la République. Dans les 145 territoires, il y a les travaux qui continuent d'être exécutés. Il y a les hôpitaux, il y a les écoles, les universités. Ces écoles dont vous parlez, c'est où? Citez-moi le nom d'une école, disons ici à Kinshasa ou chez vous au Kasaï. Moi, je vous confirme que les écoles seront mises à la disposition. Moi, je vous dis que c'est en cours. Je vous ai dit que les travaux sont en cours dans tous les cas. Attendez un peu, c'est une promesse parce que nous vivons aujourd'hui des promesses. Non, c'est pas une promesse. C'est une promesse. C'est pas une promesse. Ou encore, ce sont des illusions. Je pense que dans les prochaines éditions, j'aurai la possibilité de vous fournir les éléments nécessaires pour que vous voyez l'état d'avancement de ces travaux au niveau de territoires déjà, des territoires qui ont déjà évolué et puis vous aurez notre jugement à apporter pour les gouvernements. Quand à votre sous-question en parlant de ministre des hydrocarbures. Oui, il semblerait qu'il y a des casseroles aussi qui traînent. Dans le domaine pétrolier, il y a à boire et à manger. J'ai reçu un invité ici qui nous a parlé, Maître Zorobabel. D'ailleurs, je vous enverrai le lien. Je vous informe que depuis le ministère des hydrocarbures a été ministère des hydrocarbures, il y a des énormes avancées, réalisations qui n'ont jamais été exécutées. Ça, c'est le Dialelo, quoi. Non. C'est une information que je vous fournis aujourd'hui. C'est une information que je vous fournis aujourd'hui. Informez-vous. Au fait, nous avons un problème au sein de la République. Nous fonctionnons avec des gens
qui ont du mal à accepter ce que les autres ont apporté. C'est ce qui bloque les développements. C'est pas... Il y a un problème au niveau de la CEP, mais il n'y a pas de solution jusque-là. Moi, je vous dis que tous les problèmes que vous soulignez, que vous évoquez, ont toujours trouvé des solutions. Il n'y a aucun problème qui demeure, qui ne peut pas être résolu. Tous les problèmes ont toujours trouvé des solutions. Ça, je vous informe qu'il y a des énormes avancées, des évolutions, que les ministères... Dans les temps, vous ne savez même pas que les ministères hydrocarbures existaient. Qui vous a dit ça? Vous ne savez même pas. Qui vous a dit ça? Mais aujourd'hui, on en parle. Mende fut ministre des hydrocarbures, non? Ça a commencé par où? Lambert Mende. Ça a commencé par où? C'est ça. Mais c'était pas connu comme à cette époque. Nous parlons des réalisations qui ont été constatées. Est-ce que vous savez que... Le prix du avant, vous savez qu'il y a... carburant est maintenant... Un litre coûte combien? Un litre. Au fait, les prix du carburant est fixé sur base de subventions au fait, il y a les pétroliers, il y a les gouvernements, il y a une part que la population doit prendre en charge. C'est sur base de ces éléments que les prix du carburant est fixé. Les carburants peuvent coûter, c'est dans les 2900, 2800. Je vous apprends que quand les carburants coûtent 2800, 2900 ou 3000 francs, je n'ai pas de précision. C'est-à-dire qu'il y a une part de pourcentage que les gouvernements prennent en charge pour que nous consommons ces carburants. Vous n'êtes pas informé. Mais je vous ai un élément qui vous informe. Quand vous savez que les gouvernements essaient de les prendre en charge. Le gouvernement essaie de prendre en charge. Mais pourquoi il y a toujours... De subventionner une partie pour que la population... Il y a toujours l'instabilité. Dernièrement, à Lubumbashi, il y avait eu grève. Au fait, le problème des carburants, c'est un problème général. Vous le savez, madame. C'est un problème général. C'est partout dans le monde qu'il y a eu ces mouvements, qu'il y a eu augmentation de prix du baril. Ça, vous le savez. C'est un problème général. Mais gouverner, c'est prévoir, non, c'est organiser. Et puis comme... C'est gérer. Comme gouverner, c'est prévoir, gérer, organiser et puis en prévenant. Le gouvernement a pris des dispositions. Il a prévu quoi? Il a pris des dispositions pour que la population ne sente pas le poids de ces coûts en achetant du carburant, en subventionnant une partie de la consommation de ces produits par la population. Comment? J'aimerais un peu que nous parlons sur l'évaluation de la francophonie. Comment vous avez trouvé la francophonie? En fait, ça fait... Évaluer un peu. Ça fait un plaisir d'organiser une activité comme la francophonie au sein de son pays. Ça nous a permis de voir plusieurs cultures, disciplines sportives et voir une communauté francophone réunie au sein de notre pays par rapport à ceux qui se font différemment dans leur nation. Nous avons vécu ça ici. Ça fait toujours un plaisir. En évaluant, moi je pense que ce sont des éléments qui nous ont permis de retrouver nos ouvrages. Nos ouvrages comme nos stades, nos terrains et les ouvrages nouvellement construits dans les terrains, dans les enceintes de nos stades. Nous avons maintenant plusieurs terrains annexes, plusieurs possibilités d'organiser d'autres activités sportives, culturelles à partir de l'organisation de Jeux de la francophonie. En analysant
cet élément, ça nous a permis de voir un peu plus loin ce que nous pouvons apporter au monde francophone, bien que ça ne peut pas se limiter à ces mondes francophones que nous avons reçus il y a quelques semaines. Nous avons aussi conviction que là, nous pouvons organiser des grandes activités. Nous constatons maintenant que ces pays a une possibilité d'aller plus loin avec ce que nous pouvons donner aux autres, donner à d'autres nations dont aujourd'hui on en parle. C'est-à-dire que cette francophonie, c'est un élément qui a vendu l'image de notre pays, de notre nation, en donnant le vrai visage, une vraie image de notre République. Vous savez que en donnant la vraie image de notre République, qu'on peut facilement attirer les investisseurs. Pour vous, on peut amener les développements. Donner la vraie image pendant que, en plein match de basketball, il y avait une coupure, les gens chantaient et ici c'est Congo, et une malgache qui a dit on ne mange pas bien, nous sommes déplacés à plus de 3 fois, changer de logement, il y a l'instabilité des logements. Pour vous, c'était la réussite à 100%? En fait, la réussite n'était pas à 100%, mais nous avons reçu les paris. C'était un pari gagné. Je dirais bravo et félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'était vraiment opportun. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était vraiment opportun qu'on organise ce jeu ici. Pendant qu'il y a plusieurs choses à régler, il y a l'insécurité, il y a le manque d'instabilité, il y a la dépréciation du dollar face au franc congolais. Face au franc congolais, c'était vraiment opportun. Moi, je pense que c'était le bon moment d'organiser cette activité, ces Jeux de la francophonie. C'était un pari gagné. Déjà, s'il y a coupure du courant... On a dépensé combien? S'il y a coupure du courant, c'est-à-dire qu'il y a eu des imprévus. Il y a eu des imprévus. Nous étions dans les normes. Il y a eu coupure du courant, mais le courant était rétabli aussi vite que prévu pour rester dans les normes d'organisation ou Mais c'était comme une honte, non? Non. Et surtout avec la vitesse d'Android. C'est pas une honte. C'est pas une honte. Vous savez d'où ces Jeux de la francophonie ressortaient. En un temps record, le président s'est donné les devoirs d'organiser ces Jeux de la francophonie au sein de notre République. Donc selon vous, c'était opportun? C'était le bon moment. Le bon moment. Oui. De laisser un peu les dollars dégringoler, le franc congolais était aux enfers. C'était le bon moment. Aujourd'hui, l'insécurité à l'Est, manque de logistique, on dépense des sommes faramineuses pour le jeu des francophonies. C'était le bon moment. C'était le bon moment. Il n'y a pas eu manque de logement pour les délégations arrivées. Ils étaient bien logés. En soulignant l'élément que vous avez dit tout à l'heure de l'athlète malgache qui s'est plaigné de ne pas être bien nourri. Quand il n'était pas bien nourri, et puis elle est revenue après pour confirmer qu'il était bien... Elle a été forcée, non, de le dire? Elle n'était pas forcée. Elle a été forcée, comme l'autre athlète là qui avait dénoncé qu'il n'y avait pas d'eau là-bas. Il a été encore dénoncé, et la journaliste qui a été vraiment enculée. Vous savez que insultée même. Non, là c'est faux. Vous savez, par rapport à la réalité, notre pays n'avait pas des logistiques finies à 100% pour accueillir les athlètes. Il n'y avait pas de logistique à 100%. Laissez-moi. Pourquoi organiser? Pourquoi finir. Recevoir les gens? Laissez-moi finir. Allez-y. Il y a des délégations qui étaient arrivées un peu plus tôt que prévu pour avoir la température déjà du milieu et
prendre les rythmes et les fonctionnements de l'espace du terrain. Ça a toujours été ainsi. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a des activités sportives, que dans les cadres de s'imprégner de la réalité de l'état du terrain, de l'état de l'atmosphère, du climat du milieu, que les athlètes effectuent leur déplacement un peu plus tôt. En fait, ça a été le cas, mais arrivé ici, c'était des petites choses courantes pendant qu'il y a des travaux. Là, c'est normal qu'il y a des coupures. Quand il y a des travaux, il peut y avoir des coupures momentanées de l'eau, de l'électricité, parce qu'il faut relier des éléments nouvellement construits pour avoir une possibilité de fournir à tout le monde. On aurait pu terminer ça avant, non? Plus tôt? C'était fini à temps. C'était fini à temps. Ça a permis à ce que tous les athlètes qui ont été place de logés nous foutre ici, la honte comme ça. tous les athlètes qui ont été logés ici, en fait, en réalité, ça, c'est l'état d'esprit de la francophonie. Non, de l'homme. L'homme n'est jamais satisfait à 100%. L'homme voit plus les côtés sombres de l'histoire, en oubliant que dans toute la vie, il n'y a pas que la partie sombre qui domine. Là où il y a de l'éclairage, une personne a du mal à reconnaître les bienfaits, les avantages de ce qui s'est passé. Nous devons cesser avec cet état d'esprit pour voir réellement les développements et les niveaux que le pays est en train de prendre. En fait, moi, je vous confirme que le pays est en train de changer. Avec la volonté manifestée par les présidents de la République, les chefs du gouvernement et les dignes fils du pays qui veut l'apporter. Le social ne marche pas bien, instabilité du franc congolais face au dollar, l'insécurité dans son ensemble, à Yumbi, à Bateke, à l'Est, d'ailleurs, n'en parle même pas. Vous dites que les choses sont en train de changer. Le panier de la ménagère, zéro. Bien sûr. Les gens ne mangent plus 2 fois par jour. Comme disent en Ingala, collier comme un délestage. Et vous dites que... Pourquoi vous voulez nous faire rêver debout comme ça? Nzala Mboula Zomi. Et si la Ranabile Moukolomoko. N'est-ce pas qu'on arrive au pouvoir pour améliorer? C'est pourquoi. Vous nous avez promis le ciel et la terre, l'Allemand d'Afrique. C'est pourquoi je vous dis ceci. Nous vivons l'Éthiopie d'antan ici. Je vous dis ceci. Le pays est en train de changer. Il y a longtemps que nous avons parlé de ça. De ces éléments de la famine, de l'insécurité. Mais il y a eu une amélioration. Il y a eu une amélioration. En quoi? Dans tout ça. En quoi il y a eu l'amélioration? En quoi? Dites-moi un peu. Veuillez expliciter le public qui vous suit. Il y a eu une amélioration. En quoi? Aujourd'hui, quand on parle de l'insécurité, par exemple, à Kinshasa. Dernièrement, on a vécu Kaba ici. Bien sûr. Le phénomène kidnapping. Bien sûr. À Bateke. Nous avons vécu ces genres de situations ici. Parce que nous avons du mal. Le Koulouna. Au fait, nous avons du mal à dénoncer les antivaleurs à temps. Quand nous constatons qu'il y a des antivaleurs du genre kidnapping, du genre Koulouna, du genre les chègues de la rue, nous avons du mal à dénoncer ces genres des éléments. Donc, c'est notre devoir. La sécurité, c'est un devoir à nous tous. Nous sommes tous concernés pour les problèmes de la sécurité que nous voulons. En fait, nous voulons une sécurité, nous voulons vivre dans une ville qui a toujours été une ville paisible à vivre. D'où, dans notre ville, les problèmes, les cas de l'insécurité, c'est un problème que nous devons nous impliquer tous pour qu'il y ait des changements. Un changement que nous attendons là où nous vivons, par exemple, dans une famille où nous sommes à 10, nous savons qu'il y a 4 enfants Koulouna qui habitent avec nous et nous avons du mal à dénoncer les mauvaises pratiques
Et puis, quand ça a grandi, ça crée, ça crée des groupes. Ça crée des groupes, ça crée des confrontations, ça crée de l'insécurité au sein de gens qui veulent vivre paisiblement. Donc, c'est un élément créé par les gouvernements. Non, là, c'est faux. C'est un élément qui ont été créés à partir de nos différentes familles que nous voyons. Mais pourquoi, attendez, donc, j'aimerais nous avons les devoirs de dénoncer et que ces habitudes cessent pour que les choses Vous aviez quand même changent. suivi le procès de Kaba Kaba et autres et compagnie. Vous savez les éléments qui les ont motivés à faire... Répondez d'abord à ma question. Vous avez quand même suivi ça, non? Bien sûr. Lorsqu'ils disaient, Kaba Kaba et compagnie disaient que nous avons des choses à dire, pourquoi on leur avait pas donné l'occasion de parler? Ils ont l'occasion de le dire. Ils sont entre les mains de la justice. Mais il n'y a plus de procès, non? Ils étaient déjà condamnés. Ils ont eu le temps de... Non, ils ont dit ils ont eu le temps de... Nous avons des choses à dire, accordez-nous 5 minutes. Ils avaient eu le temps... Mais ils n'avaient pas accès. Ils avaient eu le temps de s'exprimer. Ils ont eu le temps. Vous insinuez quoi, ça? Ils ont eu le temps de prouver s'il y a des gens qui sont cachés. Ils n'ont pas eu le temps non, de le ça. faire. Si, ils ont eu Ils le n'ont temps. pas eu le temps de Ils ont le eu faire. le temps. En 1 minute ou en 5 minutes, on peut tout avouer si on se sent coupable ou impliqué dans les choses qui ne sont pas de manière constructive. Ça ne construit pas. Comment jugez-vous le bilan du chef de l'État? Comment jugez-vous le bilan du chef de l'État? Le bilan. Mais dans peu de temps, il a dû... Sur 100%, vous lui collez combien? Sur 100%. En fait, le bilan, il est positif. Sur 100%. Son bilan, il est positif. À 100%? J'ai dit sur 100%, son bilan est positif. Vu les réalisations. Je dis, sur 100%, vous le collez combien? 100%, 80, 90, 50, 40, 30 ou 10? En fait, laissez-moi finir. Allez-y. Vu les réalisations du président de la République. Comme quoi? Je viens de dire tout à l'heure. Il a stabilisé le dollar? En fait, c'est stable. 24, c'est stable. Au fait, 24, avec cette misère. Nous venons d'où? Il a trouvé le dollar en 2019, lors des passations au pouvoir, le dollar était à 16, si je ne me trompe pas, 15 ou 16. Mais aujourd'hui, 24. Vous savez que les choses évoluent. Les choses évoluent. Empire. Les choses évoluent. Le monde évolue. Vous savez ça. Ça, vous le savez. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les bourses bougent à tout moment. Là, c'est normal. De ça, vous n'en parlez pas. Comment vous voulez justifier votre incompétence par des termes là qui je ne comprends pas. Vous savez aussi que la crise entre... Vous voulez dire elle est mondiale? Bien sûr. Bien sûr, vous savez bien, notre bien crise cette histoire. commence bien avant, non, s'il vous plaît? Non, vous le savez. Commence bien avant. Vous êtes mieux informé. Je n'ai encore me répéter, mais gouverner, c'est prévoir, c'est organiser. Bien sûr, vous le savez. Vous savez qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine plusieurs impacts de cette guerre qui sortait de ces deux nations. Donc, c'est cette guerre-là qui a déstabilisé notre monnaie, c'est cette guerre-là qui a fait qu'à l'Est, la sécurité ne termine pas. Moi, je ne pense pas c'est cette guerre-là qui fait que le social des Congolais ne marche pas bien. Moi, je ne pense pas que les Congolais... C'est quoi alors? Que les Congolais qui a amené une dépréciation de la monnaie euro par rapport au dollar. C'est pas les Congolais qui ont amené cette dépréciation au niveau de l'Europe. En fait, pour vous faire voir qu'il y a un problème général impacté de cette guerre. C'est un cas général, vous le savez. C'est un cas général, mais dans chaque
continent, pays, il y a des solutions qui sont prévues pour relever les défis. Là, c'est normal. Serge Olela, vous serez candidat aux élections? Mais bien sûr. Candidat député national ou provincial? Un candidat député national. Au Coca? Bien sûr. Vous irez aux élections avec quel discours? Attendez, s'il vous plaît. Vous avez créé votre fondation pour des visées politiques, je pense. Hein? En fait, la création de notre fondation a des objectifs assignés. Mais c'était pour des visées politiques, non? Si vous lisez... Qui sera votre discours? Votez-moi, je fais ça, j'ai créé l'entrepreneuriat, j'ai encadré des jeunes, c'est ça, non? Si vous lisez notre statut, vous constaterez qu'il n'y a aucune vision politique dans la création de notre fondation. Ça, soyez-en sûrs par rapport à ce que nous venons d'échanger. Mais en étant candidat aux élections, c'est pas cette motivation des choses qui nous ont amenés à les faire. Quand on est dans le monde politique, nous sommes là pour conquérir les pouvoirs. Et quand on se retrouve dans une possibilité de prouver que nous pouvons travailler pour nos populations, nous devons le faire. En étant dans les affaires et non en étant à l'extérieur pour critiquer comme les font les autres. Votre candidature a été alignée? Bien sûr. Retenue? Bien sûr. Nous avons répondu aux normes, aux conditions proposées demandées par la Commission électorale nationale indépendante. Comment trouvez-vous pour 500 sièges? Nous avons plus de combien? 5000. Je ne sais plus le nombre. Ça m'avait ébloui, je vous dis. Je pense que ce sont des choses que nous devons régler. C'est par rapport à la misère, non? C'est pas par rapport à la misère. Moi, je ne pense pas. Ça dépend d'une personne. La politique, c'est moins facile pour gagner la vie, hein, surtout ici au Congo, avec les 21 000 dollars. Là, c'est faux. On peut gagner la vie en étant coordonné. On peut gagner la vie en étant vendeur de braises. C'est possible de gagner sa vie. D'où nous sommes appelés à défendre les autres. Nous sommes les défenseurs des autres. La voix des sans-voix. Il y a des gens qui ont beaucoup à dire, beaucoup de choses à changer. Ils sont abandonnés à leur triste sort à partir de ce que nous avons remarqué dans nos populations. Donc on s'est dit de prendre les choses en main au lieu de continuer dans la même lignée de subir, de continuer de subir des choses nous personnellement on n'a pas demandé. Nous n'avons pas demandé que nos populations subissent ça. Et cette population a compris aujourd'hui que c'est le temps de changer les choses avec d'autres acteurs politiques qui peuvent amener leur nouvelle touche pour le développement de cette nation et que pour l'intérêt général, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des choses meilleures, la meilleure histoire de cette population commence déjà à se conjuguer. Qui est votre modèle en politique? Mon modèle en politique. J'ai plusieurs modèles en politique. Plusieurs modèles en politique. En fait, c'est ça, j'ai plusieurs modèles en politique. Je peux citer les quelques-uns et ce qu'ils ont apporté pour la nation. Il faut d'abord commencer par avoir le courage d'affronter cette réalité. Je prends un modèle de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. C'est un grand modèle pour moi en politique. Il y a mon autorité, Maître Didier Boudimbu, c'est aussi un modèle en politique pour moi. Un modèle. Parce que, bien sûr, Didier Boudimbu, un modèle en politique. Oui, j'ai constaté que la volonté qu'il manifeste, il sait les mettre en pratique au service de la nation avec ce qu'il a apporté au sein du ministère de hydrocarbures
En tout cas, pour moi, c'est un modèle. Il y a plusieurs modèles. Aujourd'hui, nous comprenons cette volonté du chef de l'État pour amener un changement pour sa population. Chef de l'État aussi est votre modèle. C'est un modèle pour moi. C'est pourquoi je vous ai dit que j'ai plusieurs modèles. Donc, c'est un élément qu'il faut intérioriser. Donc, un modèle, c'est par rapport à sa volonté de faire changer des choses, des lignes qui n'ont pas bougé depuis des décennies. En tout cas, moi, je pense que nous sommes dans une bonne voie pour les changements de notre pays. Nous tournons déjà vers la fin de l'émission. J'aimerais un peu savoir, demain, si Dieu vous fait grâce, vous êtes élu député, quelle est votre loi majeure que vous allez légiférer? Bon, déjà, en étant un socialiste, je vais plus proposer des lois qui pourront bouger la partie sociale de nos populations. Ce sont des éléments que nous avons travaillé dessus et puis au moment opportun, nous le ferons savoir. Et voilà, vous allez devoir regarder la caméra, adressez-vous au public, votre mot de la fin. Les mots de la fin que j'ai pu adresser au public, à la population congolaise, à la population du Moamba, qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état que nous constatons qu'avec notre volonté de soutenir la vision du chef de l'État, que tout peut changer. Gardons espoir que les choses changeront dans ce pays. Les choses sont en train de s'améliorer dans ce pays grâce à la volonté du chef de l'État. Et nous, les dignes fils de la République, nous sommes alignés derrière le chef de l'État pour soutenir sa vision et soutenir son programme pour l'intérêt général. Je vous remercie. Serge Olila, c'était pour nous un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Nous sommes prêts à vous accompagner, prêts à vous soutenir. Merci, madame. Nous attendons l'invitation lors de vos descentes pour faire le reportage. Merci, madame. Mesdames et messieurs, merci de votre attention exigeante. Nous avons reçu Serge Olila, il est cadre du parti AVC, parti cher au ministre Didier Boudimbo. Avec lui, on a parlé sur sa fondation dont il est coordonnateur national. Et puis, on a parlé aussi sur d'autres questions d'actualité politique. Restez branchés sur nos programmes. Je dis merci à Light Mouton, je merci à Enoch Kombala. Merci à toi, James Nzemboa. Je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.